Il y a une phrase que personne n'ose vous dire en face. Alors je vais la dire pour vous. Si vous courez après un homme, c'est que quelque chose en vous a déjà accepté d'être seconde. Pas seconde dans son cœur, seconde dans votre propre vie. Respirez un instant. Parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va toucher un endroit que vous évitez soigneusement depuis des années. Un endroit que Freud appelait l'inconscient refoulé. Cette pièce fermée à la plaie où on range tout ce qu'on refuse de regarder en face. Et voici la vérité brutale. La plupart des femmes qui courent après l'amour ne courent pas après un homme. Elles courent après une version d'elles-mêmes qu'elles ont perdue très tôt dans une histoire qu'elles ne racontent à personne. Mais voici où ça devient dangereux. Je vide là. Ce petit trou silencieux au fond de la poitrine, il ne s'appelle jamais par son nom. Il se déguise. Il porte le masque de « je veux juste qu'on me comprenne », de « je mérite d'être aimé », de « pourquoi il ne me choisit pas ». Les phrases qui sonnent justes, qui sonnent légitimes et qui cachent, en réalité, une négociation inconsciente bien plus vieille que lui. Une négociation avec qui ? Avec la première personne qui vous a appris ce que valait votre amour. La plupart des gens ne voient jamais ça. Ils passent leur vie à rejouer la même scène avec des acteurs différents, persuadés à chaque fois que cette fois c'est différent. Et à chaque fois, la fin est la même, l'attente, le silence, le doute, la fatigue. Alors laissez-moi vous poser une question qui va vous mettre mal à l'aise, volontairement. Depuis quand courez-vous après quelqu'un qui ne court pas vers vous ? Ne répondez pas trop vite. Mentalement. Le corps, lui, ne ment jamais. Et si, en lisant cette phrase, votre poitrine s'est serrée, alors vous avez déjà la réponse. Voici la première loi que presque personne ne comprend sur la psychologie masculine. Un homme ne poursuit jamais ce qui est déjà acquis. Ce n'est pas de la cruauté, ce n'est pas un jeu calculé. C'est une mécanique ancienne, câblée bien plus profondément que la volonté consciente. Une architecture forgée par des millions d'années, où la survie dépendait de la capacité à évaluer, à tester, à vérifier avant de s'engager. Mais voici ce que personne ne vous dit, ce mécanisme n'a rien à voir avec vous. Il ne juge pas votre valeur, il répond à un signal. Et le signal que vous envoyez, sans le savoir, quand vous courez après lui, c'est celui-ci, tu n'as rien à faire pour m'avoir. Et un homme qui n'a rien à faire ne ressent jamais rien. Voilà la partie qui dérange. Parce que ça veut dire que ce n'est pas lui le problème, c'est le signal. Et le signal vient de l'intérieur. Ici, on entre dans un territoire que Freud a passé sa vie à cartographier, le conflit entre le désir conscient et le besoin inconscient. Consciemment, vous voulez l'amour, vous voulez la stabilité, la tendresse, l'engagement. Mais inconsciemment, et c'est là que ça devient inconfortable. Une part de vous recherche autre chose, la confirmation, une vieille croyance. La preuve que l'amour doit se mériter à la sueur, que rien de bon ne vient facilement, que si vous arrêtez de courir, tout disparaît. Cette croyance ne vient pas de lui. Elle vous précède. Elle a un âge, et cet âge n'est probablement pas 30 ans ni 25, il est probablement beaucoup plus jeune, mais voici la vérité, la psychologie masculine n'est pas votre ennemi, elle est un miroir. Elle révèle, avec une précision presque insupportable, l'endroit exact où vous doutez encore de votre propre valeur. Un homme sain, un homme entier, ne fuit jamais une femme centrée. Il fuit une femme qui a besoin de lui pour se sentir entière. Et la différence entre les deux n'est pas dans les mots que vous dites. Elle est dans la fréquence silencieuse que vous émettez, celle que le cerveau reptilien décode en une fraction de seconde, bien avant que le langage n'intervienne. Et voici où ça devient vraiment dangereux. Vous ne pouvez pas simuler cette fréquence. Vous pouvez apprendre des techniques, des phrases, des jeux de séduction, un homme, même s'il ne saurait jamais l'expliquer avec des mots, sent instantanément si vous êtes pleine ou si vous êtes en train de vous vider pour lui. La plupart des femmes pensent que le problème, c'est de ne pas avoir dit la bonne chose, de ne pas avoir porté la bonne tenue, de ne pas avoir attendu le bon délai avant de répondre à un message. Elles cherchent la solution dans la stratégie. Mais la stratégie ne répare jamais une fuite intérieure. Elle ne fait que la cacher un peu plus longtemps. Et c'est là que le piège se referme. Parce que plus vous maîtrisez les techniques pour garder un homme, plus vous vous éloignez de la seule chose qui pourrait réellement le faire rester, votre propre présence entière,
non négociée, non quémandée. Voici une vérité que presque personne n'ose formuler. Un homme ne tombe pas amoureux de ce que vous faites pour lui. Il tombe amoureux de ce que vous êtes quand vous ne faites rien pour lui. Relisez cette phrase. Laissez-la s'installer. Parce que si vous avez passé des années à optimiser, à ajuster, à anticiper ses besoins avant même qu'il ne les exprime, à vous rendre indispensable pour ne jamais être quitté. Alors, une part de vous a construit une prison en pensant construire une histoire d'amour. Et cette part-là, elle ne veut pas être découverte, elle se défend. Elle va vous chuchoter en lisant ces lignes, que ce n'est pas votre cas, que c'est différent pour vous, que lui, au moins, il est différent des autres. C'est exactement ce que dit le mécanisme de défense que Freud appelait le déni. Il ne vous protège pas de la vérité, il vous protège de la douleur que la vérité provoquerait si vous la laissiez entrer d'un coup. Alors on va y aller doucement, mais on va y aller. Mais voici où ça se complique encore parce que ce mécanisme ne se limite jamais à une seule relation, il se répète, il se rejoue. Et le plus troublant, c'est que chaque répétition semble différente en surface, un autre visage, un autre prénom, une autre ville, un autre métier. Alors qu'en réalité, la structure émotionnelle reste rigoureusement identique. Vous changez d'homme, vous ne changez pas de schéma. Et voici l'observation que très peu de gens acceptent d'entendre. Si vous avez remarqué, en y repensant froidement, que vos histoires d'amour se ressemblent toutes étrangement. Le même début enflammé, le même moment où tout devient compliqué, la même sensation de pourrir après quelque chose qui recule, c'est pas une malchance statistique, c'est une signature psychologique. La vôtre. Freud appelait ça la compulsion de répétition, et il insistait sur un point que presque personne ne retient. Ce n'est pas le hasard qui vous ramène vers le même type d'histoire. C'est une force inconsciente, active, qui sélectionne, avant même que le langage conscient n'intervienne, les personnes capables de faire résonner la blessure originelle. Autrement dit, votre inconscient est un détecteur extraordinairement précis. Il repère, en quelques minutes de conversation, en quelques regards, en quelques silences, l'homme exact capable de recréer la sensation familière du manque. Et il vous pousse vers lui, avec une force que la raison ne peut absolument pas contrer, parce que cette force ne parle pas le langage de la raison. Elle parle le langage du corps, de la sensation, du frisson. Voici pourquoi les conseils rationnels échouent presque toujours. Choisis un homme stable. Arrête de courir après ceux qui te font souffrir. Ces phrases sont justes, mais elles s'adressent à la mauvaise partie de vous. Elles s'adressent à votre mental, alors que la décision se prend ailleurs, dans une zone bien plus ancienne, bien plus rapide, bien plus déterminante. Et c'est là que le vrai travail commence. Pas dans la tête, mais dans le corps, dans la mémoire émotionnelle, dans cette part de vous qui a appris, avant même de savoir parler, ce que valait son propre amour. Il y a un mot que personne ne veut prononcer à voix haute, parce qu'il touche un air profond, abandon. Pas l'abandon d'un homme qui part, l'abandon originel, celui que vous avez vécu bien avant de savoir ce qu'était l'amour romantique, dans un regard qui ne se posait pas assez longtemps sur vous, dans une attention qu'il fallait mériter, dans un silence qui remplaçait la tendresse. Et voici ce que la psychanalyse a découvert avec une lucidité presque cruelle. Nous ne tombons pas amoureux d'une personne. Nous tombons amoureux d'une émotion familière. Et si cette émotion familière, dans votre enfance, portait le bout de l'incertitude, alors votre inconscient, pas votre cœur, votre inconscient, alors vous cherchez cette même incertitude à l'âge adulte, en la déguisant en alchimie particulière, en alchimie qu'on ne trouve jamais avec les hommes stables. Voici la partie qui va vous mettre mal à l'aise, ce que vous appelez ne pas ressentir de flamme avec un homme disponible, c'est peut-être pas de l'ennui, c'est peut-être l'absence du frisson d'incertitude auquel votre système nerveux s'est habitué depuis l'enfance. Ce n'est pas romantique, c'est chimique, c'est neurologique, et c'est terrifiant à admettre, parce que ça veut dire que ce que vous avez toujours pris pour de l'amour véritable pourrait naître en réalité d'une répétition compulsive, un terme que Freud utilisait pour décrire notre tendance inconsciente à recréer les blessures anciennes dans l'espoir secret, absurde, de les résoudre enfin différemment cette fois. Mais voici où ça devient dangereux, cette fois-ci ne vient jamais, parce que vous ne choisissez pas un homme différent.
Vous choisissez, sans le savoir, le même schéma émotionnel, juste avec un visage différent. Et lui, cet homme, il ne sait rien de tout ça. Il ne sait pas qu'il n'est pas en train de jouer un rôle écrit bien avant lui. Il sent seulement, quelque part, que quelque chose ne va pas, que votre affection, aussi intense soit-elle, porte une odeur de manque plutôt qu'une odeur de plénitude. Et les hommes, contrairement à ce qu'on vous a appris, sont extrêmement sensibles à cette odeur-là, pas émotionnellement sensibles au sens où on l'entend habituellement, mais instinctivement sensibles au niveau du système nerveux, à la différence entre une femme qui cherche à combler un vide et une femme qui rayonne depuis un centre déjà plein. Voici la vérité la plus dérangeante de toutes. Plus vous avez peur qu'ils partent, plus vous augmentez mathématiquement la probabilité qu'ils partent. Non pas parce que la peur elle-même le fait fuir, mais parce que la peur transforme chacun de vos gestes en gestes de contrôle, déguisés en gestes d'amour. Vérifiez son téléphone. Analysez le ton de son message. Va écrire 3 fois une phrase pour qu'elle paraisse détachée. Comptez les heures entre 2 réponses. Chacun de ces gestes envoie un message inconscient à son cerveau reptilien. Danger. Qu'ai-je? Attends. Et le cerveau reptilien masculin, câblé pour l'expansion et la liberté de mouvement, réagit à ce message d'une seule façon possible, le retrait. Ce n'est pas qu'il ne vous aime pas, c'est que votre peur, sans le vouloir, active en lui la fuite biologique. Voici quelque chose que la plupart des femmes découvrent trop tard. Les hommes ne fuient presque jamais l'amour. Ils fuient l'obligation ressentie et un attachement anxieux, celui-là même que Freud, rattaché aux premières relations avec les figures parentales, transforme inévitablement l'amour en obligation, même quand les mots prononcés parlent de liberté. Alors, où cela nous mène-t-il? Vers une contradiction insupportable. Plus vous aimez fort d'un amour anxieux, plus vous éloignez ce que vous cherchez à garder. Ce paradoxe est tellement douloureux que la plupart des gens préfèrent ne jamais le regarder en face. Ils préfèrent blâmer les hommes. Ils ont peur de l'engagement, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne méritent pas qu'on les aime autant. Mais voici ce que personne ne vous dit. Blâmer l'autre est le mécanisme de défense le plus confortable qui existe, parce qu'il évite d'avoir à regarder la blessure d'origine. Et cette blessure, elle porte un nom que vous connaissez déjà quelque part, même si vous ne l'avez jamais dit à voix haute. Voici un exercice psychologique inconfortable, mais nécessaire. Fermez les yeux un instant, mais remontez à la première fois où vous avez ressenti que l'amour n'était pas garanti. Pas la première rupture amoureuse. La toute première fois, enfant, où vous avez compris que l'attention pouvait disparaître. Cette scène-là, celle qui vient de remonter, c'est le véritable point de départ de chaque relation que vous avez vécue depuis. Et voici ce qui rend cette vérité presque insoutenable. Vous n'avez jamais vraiment poursuivi les hommes que vous avez aimés. Vous avez poursuivi la sensation exacte de cette scène d'enfance, encore et encore, en espérant qu'un jour, quelqu'un reste enfin, pour de bon cette fois. Mais voici le piège absolu, celui que presque personne ne perce à jour tant que vous cherchez un homme pour réparer cette blessure. Vous choisirez inconsciemment des hommes incapables de la réparer. Parce que une part de vous, profondément enfouie, sait qu'un homme stable, sécurisant, entièrement disponible, ne requérait jamais le frisson familier de l'incertitude. Et sans ce frisson, une partie de vous ne reconnaîtrait même pas ça comme de l'amour. Voici la question qui va rester en suspens, comme une lame posée sur la table. Et si, depuis le début, vous n'aviez jamais cherché un homme qui reste, mais un homme capable, enfin, de rejouer parfaitement le rôle de celui qui pourrait partir. Et pendant qu'on y est, allons plus loin, parce que s'arrêter ici serait malhonnête. Il existe une deuxième couche à ce mécanisme, une couche encore plus difficile à regarder en face, le sabordage du bonheur lui-même. Vous avez peut-être déjà vécu ça sans le comprendre, un moment de calme parfait avec un homme. Une soirée sans conflit, sans doute, sans tension. Et puis, sorti de nulle part, une pensée s'installe, ça ne va pas durer. Ou pire, une envie inexplicable de créer une friction, de tester, de provoquer une réaction, juste pour vérifier qu'il est toujours là. Ce comportement paraît absurde de l'extérieur. Pourquoi saboter ce qu'on désire tant? Et du point de vue de l'inconscient, il est parfaitement logique. Parce que le calme, pour un système nerveux qui a appris très tôt que la sécurité était temporaire, ne représente pas la paix.
Il représente l'attente d'un désastre. Le calme devient suspect. Le bonheur devient une menace déguisée. Et sans le vouloir, une part de vous préfère provoquer la catastrophe elle-même plutôt que de la subir passivement, parce que provoquer donne au moins l'illusion du contrôle. Voici la phrase qui doit s'imprimer. Vous ne redoutez pas la perte de l'amour, vous redoutez l'incertitude de ne pas savoir quand elle arrivera. Et provoquer la faim, même inconsciemment, c'est une façon perdue de reprendre le pouvoir sur une douleur que vous avez vécue, enfant, comme totalement hors de votre contrôle. Cette compréhension-là est vertigineuse parce qu'elle inverse complètement la question que vous vous posiez au départ. Ce n'est plus pourquoi les hommes portent-ils. C'est quelle part de moi orchestre, en silence, le scénario du départ, encore avant qu'il n'ait eu le temps de choisir librement. Il existe une phrase que la majorité des femmes prononcent au moins une fois dans leur vie, presque toujours en larmes, presque toujours seules face à un miroir. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Cette question semble innocente, elle ne l'est pas. Elle est le symptôme d'un processus psychologique bien plus profond, bien plus vieux, que Freud appelait l'introjection de la culpabilité, le fait de retourner contre soi-même une douleur qui, à l'origine, venait de l'extérieur. Voici la mécanique exacte, sans filtre. Un enfant qui vit un manque d'amour ne peut pas, psychologiquement, accepter l'idée que la figure d'attachement, un parent, souvent, soit défaillante. Cette idée est trop terrifiante, trop déstabilisante pour un psychisme en construction. Alors l'enfant fait quelque chose de brillant et de tragique à la fois, il retourne la faute contre lui-même. C'est pas que mon parent est incapable de m'aimer pleinement, c'est que je suis pas assez aimable. Cette croyance, née dans l'enfance, ne disparaît jamais toute seule. Elle grandit avec vous. Elle change de costume. Et à l'âge adulte, elle réapparaît sous une forme terriblement convaincante. Si cet homme ne m'aime pas comme je le voudrais, c'est je ne fais pas assez d'efforts. Voici où ça devient dangereux. Cette croyance vous pousse à faire toujours plus de patience, plus de compréhension, plus de sacrifices silencieux, alors que la vérité, la vraie vérité inconfortable, c'est que l'effort n'a jamais été le problème. Le problème, c'est que vous avez appris très tôt que l'amour se prouve par la souffrance qu'on est prêt à endurer qu'on le gardait. Relisez cette phrase, laissez-la vous traverser, même si elle fait mal, parce que si l'amour, dans votre esprit inconscient, est indissociable de la souffrance, alors chaque relation facile, chaque homme disponible, chaque tendresse offerte sans condition va, paradoxalement, déclencher en vous une méfiance profonde. Une petite voix qui murmure « c'est trop simple, ça ne peut pas être réel ». Et cette méfiance-là, vous allez la mettre à l'épreuve, sans même vous en rendre compte, en testant l'homme, en créant de petites crises, en cherchant, inconsciemment, la preuve qu'il va finir lui aussi, par partir comme tout le monde. Voici la conséquence la plus douloureuse de tout ce mécanisme. Vous finissez par saboter exactement ce que vous désirez le plus. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la bêtise. C'est un système de survie psychique installé dans l'enfance qui continue de fonctionner à l'âge adulte alors que le danger d'origine a disparu depuis longtemps. Et voici la partie qui pousse encore plus loin dans l'inconfort. Les hommes ressentent ce sabotage bien avant que vous ne le voyiez vous-même. Ils ne savent pas l'expliquer avec des mots psychologiques. Ils disent simplement « j'ai l'impression que rien ne suffit jamais. J'ai l'impression d'être testé en permanence. J'ai l'impression que peu importe ce que je fais, c'est jamais assez. » Et ils ont raison. Parce que c'est effectivement jamais assez, pas à cause d'eux, mais parce que le vide que vous cherchez à combler ne se trouve pas à l'extérieur. Aucun homme, aussi aimant soit-il, aussi prévenant soit-il, aussi dévoué soit-il, ne pourra jamais réparer une blessure qui s'est installée avant même qu'il existe dans votre vie. C'est une vérité insupportable. Et c'est aussi, paradoxalement, la porte de sortie. Parce que tant que vous croyez qu'un homme peut réparer ce vide, vous resterez piégé dans un cycle sans fin, chercher pour obtenir un peu de soulagement, goûter à nouveau, chercher plus fort, s'épuiser, recommencer avec quelqu'un d'autre. Voici ce que Freud appelait le retour du refoulé. Tout ce que vous refusez de regarder en face ne disparaît jamais. Il revient encore et encore sous des formes différentes, avec des visages différents,
jusqu'à ce que vous acceptiez enfin de le regarder directement. Et voici la question que presque personne n'ose se poser sincèrement. Combien d'hommes différents ont-ils dû jouer exactement le même rôle dans votre vie avant que vous acceptiez de voir que le schéma, ce n'était pas eux? Cette prise de conscience-là est vertigineuse. Elle peut faire mal physiquement dans la poitrine, parce qu'elle implique une chose immense, que la solution n'a jamais été trouvée le bon. La solution a toujours été de cesser de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être réparé qu'à l'intérieur. Et voici où la pression monte en peur d'un prend. Parce que cette prise de conscience implique aussi ceci, donc que vous n'avez pas fait ce travail intérieur. Chaque nouvel homme que vous rencontrerez, même le plus aimant, le plus stable, le plus sincère, deviendra, tôt ou tard, un nouvel écran de projection pour la même blessure originelle. Le décor change, les acteurs changent. La pièce de théâtre, elle, reste rigoureusement identique. Voici la tension qui va rester suspendue, sans résolution, brûlante, si chaque homme que vous aurez aimé n'était, en réalité, qu'un miroir renvoyant la même blessure ancienne. Alors, qui exactement avez-vous vraiment cherché à aimer à travers tous ces visages différents? Poussons encore un peu plus loin, parce que cette blessure, aussi douloureuse soit-elle à regarder, cache une deuxième couche que presque personne n'ose examiner. La culpabilité de vouloir, tout simplement, être aimé sans condition. Ça paraît absurde, dit comme ça. Qui refuserait d'être aimé sans condition? Et pourtant, si l'on gratte un peu, on découvre souvent une gêne étrange, très honteuse, face à une affection donnée trop facilement. Une petite voix qui murmure « Je n'ai rien fait pour mériter ça ». Ou pire, il doit vouloir quelque chose en retour, personne n'offre autant sans arrière-pensée. Cette méfiance envers la gratuité de l'amour n'est pas de la lucidité, c'est une cicatrice. Elle vient d'un endroit où, très tôt, l'attention n'était jamais donnée gratuitement. Elle se gagnait par la performance, par la sagesse, par le silence, par le fait de ne jamais déranger. Et un enfant qui apprend que l'amour se mérite construit, sans le vouloir, un adulte incapable de recevoir l'amour offert librement. Voici la conséquence directe, et elle est cruelle. Plus un homme vous offre de l'affection sans condition, plus une part de vous se braque, se méfie, cherche la faille. Et cette méfiance-là, cette petite distance que vous mettez sans le vouloir face à une tendresse trop simple, un homme la ressent. Il ne comprend pas pourquoi. Il pense souvent à tort qu'il n'en fait pas assez. Alors qu'en réalité, le problème n'a jamais été la quantité d'amour offerte, mais votre capacité à le recevoir sans la saboter. Recevoir, voilà le mot que personne n'entraîne jamais. On apprend à séduire, à plaire, à garder, à mériter. Mais personne ne nous apprend littéralement à recevoir de l'amour sans immédiatement chercher comment le rembourser, le justifier ou s'en méfier. Et c'est précisément là, à cet endroit exact, que tout commence à basculer. Voici le moment où toutes les défenses tombent. Voici le moment où il n'y a plus d'échappatoire possible. La vérité, la voici, nue, sans ornement. Vous n'avez jamais couru après un homme. Vous n'avez couru après une preuve. La preuve que vous étiez enfin assez aimable, assez désirable, assez importante pour que quelqu'un, une fois, ne parte pas. Et cette preuve-là, aucun homme sur cette terre n'a jamais eu le pouvoir de vous la donner, parce qu'elle ne se trouve pas dans son regard, elle ne se trouve pas dans sa présence, elle ne se trouve pas dans les mots « je t'aime » prononcés au bon moment, avec la bonne intensité. Elle se trouve depuis le début uniquement en vous. Voici ce qui va vous glacer, qui vous libérer dans cet ordre exact. Tant que vous cherchez à l'extérieur ce qui doit être réparé à l'intérieur, vous êtes condamné à une soif que rien ne peut étancher. Parce que les hommes sont incapables d'aimer. Et parce que vous demandez à un être humain fini de combler un vide infini, un vide qui ne s'est pas creusé en une soirée, en une relation, en une trahison, mais qui s'est formé lentement, patiemment, dans les toutes premières années de votre existence. Et voici la révélation qui change tout, absolument tout. Un homme qui sent qu'il est utilisé, même inconsciemment, pour combler un vide, ne s'engage jamais pleinement. Il le sent. Il recule. Non pas parce qu'il ne vous aime pas, mais parce que aucun être humain sain ne veut être responsable du bonheur entier d'un autre. À l'inverse, et voici la partie la plus vertigineuse. Une femme qui a fait la paix avec elle-même, qui n'a plus besoin d'un homme pour se sentir complète,
devient sans effort. Sans stratégie, sans technique de séduction irrésistiblement magnétique. Pas parce qu'elle joue un jeu, mais parce qu'elle n'a plus besoin de jouer. Sa présence entière tranquille, non négociée, envoie un signal que le système nerveux masculin reconnaît instantanément comme une sécurité rare, celle d'une femme qui reste, quoi qu'il arrive, elle-même. Et voici la voie absolue, celle qui va rester gravée après cette vidéo. On ne poursuit jamais ce qu'on ne peut pas perdre. On chérit ce qu'on ne peut pas posséder. Une femme entière n'appartient à personne. Elle choisit. Et un homme qui comprend, même inconsciemment, qu'il est choisi et non pas retenu, pas manipulé, pas obtenu par l'épuisement de sa propre culpabilité. Cet homme-là s'investit d'une manière que la peur n'obtiendra jamais. Voici la vérité qui va s'installer lentement, comme une évidence qu'on ne peut plus désapprendre. La vérité de courir après l'amour, ce n'est pas abandonner l'amour. C'est cesser de le chercher là où il n'a jamais pu se trouver. Ce n'est pas une stratégie de séduction. C'est un retournement psychologique complet. Le moment précis où vous cessez de demander à un homme « Est-ce que tu vas enfin me prouver que je vaux la peine ?» et où vous commencez, quand la première fois de votre vie peut-être, à vous le prouver vous-même. Voici ce qui se passe, concrètement, dans le corps quand ce basculement a lieu. Les mains cessent de trembler en attendant une réponse. Le ventre cesse de se nouer devant un silence. Le besoin de vérifier, d'analyser, de deviner disparaît, non pas parce que vous vous êtes forcé à le faire taire, mais parce que la question elle-même n'a plus lieu d'être. Vous n'avez plus besoin de savoir ce qu'il pense de vous, parce que vous savez déjà ce que vous pensez de vous. Et c'est exactement à cet instant précis, pas avant, jamais avant, que la psychologie masculine cesse d'être un mystère effrayant et devient simplement prévisible, parce qu'un homme ne réagit jamais à vos mots. Il réagit à votre fréquence intérieure. Et votre fréquence intérieure, désormais, ne supplie plus. Voici ce que Freud n'a jamais eu le temps d'écrire, mais que sa théorie tout entière laissait entrevoir. La guérison ne consiste pas à effacer la blessure, elle consiste à cesser de la rejouer, encore et encore, avec des acteurs différents, en espérant une fin différente. La blessure reste une part de votre histoire, mais elle cesse d'être votre metteur en scène. Et voici la dernière chose, celle qui doit rester en vous bien après que cette vidéo se soit terminée, bien après que vous ayez fermé cet écran. Personne ne vous a appris à courir après l'amour. Vous avez appris très tôt que l'amour était une chose qu'il fallait mériter, poursuivre, arracher. Mais l'amour véritable, celui qui reste, celui qui ne fuit pas, celui qui ne demande pas à être surveillé, ne se poursuit jamais, il se reconnaît. Et on ne reconnaît jamais rien tant qu'on n'a pas cessé de courir. Alors, avant de fermer cet écran, laissez une dernière chose s'installer parce qu'elle est plus importante que tout le reste réuni. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une condamnation. C'est pas une liste de fautes à vous reprocher pour le restant de vos jours, c'est une carte. Rien de plus, rien de moins. Une carte de votre propre territoire intérieur, dessinée pour la première fois avec assez de précision pour que vous cessiez de vous y perdre. Parce que voici ce qu'il faut comprendre sans culpabilité. Vous n'avez pas choisi de développer ces mécanismes. Aucun enfant ne choisit sa blessure. Aucun enfant ne décide, un matin, de construire un système de survie fait de vigilance, de sacrifice et de course perpétuelle. Ces mécanismes se sont installés parce qu'ils ont, à un moment donné, littéralement, sauvé quelque chose en vous, l'attention d'un parent, un semblant de sécurité, une manière de survivre à un manque que vous n'aviez pas les moyens de nommer. Ce qui a été construit pour vous protéger, enfant, est devenu, à l'âge adulte, la prison même dont vous cherchez à sortir. Ce n'est pas une contradiction. C'est simplement ainsi que fonctionne l'esprit humain. Il ne réévalue jamais automatiquement ses stratégies de survie, même quand elles deviennent obsolètes. Il faut une décision consciente, répétée, patiente, qu'on les désapprendre. Et voici ce qui doit rester gravé bien après cette vidéo. Cessez de pourrir après l'amour n'est pas un acte de renoncement. C'est l'acte le plus courageux qu'une personne puisse poser. Parce qu'il est infiniment plus facile de continuer à courir, de rester occupé, de rester en mouvement, de rester distraite par la poursuite, que de s'arrêter, de faire silence et de regarder enfin ce vide en face, sans fuir, sans le remplir immédiatement par quelqu'un d'autre. Ce silence-là fait peur. Il fait peur parce qu'il ressemble
au début, à de la solitude. Mais c'est pas de la solitude. C'est la première fois, peut-être depuis très longtemps, que vous vous retrouvez seul avec vous-même sans chercher à combler ce moment par une distraction, une conversation, un homme, une attente. Et dans ce silence, quelque chose d'inattendu se produit presque à chaque fois. Le vide, qui semblait insupportable de loin, se révèle, une fois qu'on ose s'y asseoir, beaucoup moins terrifiant qu'on ne le croyait. Il n'est pas un trou sans fond. Il est une pièce vide qui n'attend qu'une chose, que vous appreniez enfin à l'habiter vous-même, avant d'y habiter quiconque d'autre. Voici la transformation ultime, celle que la psychologie masculine, en réalité, ne fait que révéler, comme un révélateur photographique, révèle une image déjà présente sur la pellicule. Un homme ne vous complète jamais. Il vous rencontre, et il ne peut rencontrer pleinement que ce que vous êtes déjà devenu seul avant lui. Alors la prochaine fois que vous sentirez cette envie familière de pourrir, d'envoyer ce message une fois de plus, de chercher une explication à son silence, de vous rendre plus disponible pour compenser sa distance. Arrêtez-vous, une seconde seulement. Et posez-vous cette question, celle qui change absolument tout. Est-ce que je cours vers lui ou est-ce que je fuis, encore une fois, ce moment de silence avec moi-même? La réponse, aussi inconfortable soit-elle, est votre courbe de sortie. Parce que un jour, et ce jour peut commencer maintenant, à l'instant précis où vous lisez ces mots, vous cesserez de pourrir. Non pas parce que vous aurez trouvé l'homme parfait, mais parce que vous n'aurez plus besoin de pourrir pour vous sentir entière. Et ce jour-là, sans effort, sans stratégie, sans technique, l'amour ne sera plus quelque chose que vous poursuivez, ce sera enfin quelque chose que vous reconnaîtrez.